Dans les deux émissions précédentes, les discussions sur les analogies entre les machines et les hommes se sont situées au niveau du langage, de la biologie et de la psychologie. À défaut d'avoir esquissé une solution, une certitude apparaît. La coexistence des hommes et des machines est, de nos jours, une question aussi significative que le vieux conflit entre mécanisme et vitalisme. Autrement dit, ce qui semble nouveau, c'est moins le problème lui-même que les termes dans lesquels il s'exprime. S'agissant du cerveau, on retrouve ces mêmes oppositions. Vont-elles disparaître le jour où seront connus totalement sa structure et son fonctionnement? Quel est l'état actuel de la recherche en neurophysiologie? Dans quelle mesure les mathématiques et l'informatique permettent-elles de simuler le comportement de ces éléments fondamentaux que sont les cellules du cerveau ou neurones? Quand on parle de l'homme-machine, ou quand on parle des êtres biologiques et la façon dont nous le comprenons, évidemment, nous comprenons de plus en plus. La question s'il y a des limites à ce que nous puissions comprendre, ça, c'est une question qui, quelquefois, se discute presque dans un genre de cocktail party. Mais je crois que vous avez d'un côté le biologiste moléculaire, enfin le scientifique presque de toutes les tendances, de toutes les dénominations, si puis-je dire. Mais de l'autre côté, vous avez les gens à la Köstler et d'autres qui disent, mais enfin, il y a quelque chose là, quelque chose qui ne soit pas knowable, quelque chose qu'on ne peut pas décomposer, comme on a décomposé toutes les choses à travers l'histoire de la science, et il y a une limite. Il y a même des gens qui disent, sans être du côté de Köstler, mais peut-être les choses essentielles, l'essence humaine, c'est quelque chose qui est complémentaire à la connaissance scientifique, complémentaire dans le sens de la physique quantique, de sorte que les deux ne peuvent pas coexister dans une façon intéressante. Pour moi, ce n'est pas vraiment l'essence ou de la science ou de la philosophie dans ce sens-là. Maintenant, j'ai participé cet été à un symposium à Bucarest, au congrès de la logique, méthodologie, philosophie de la science, où les gens m'ont demandé, mais quand on comprendra le cerveau, est-ce que ça servira à quelque chose pour expliquer la psychologie de l'homme? Enfin, pour le moment, nous ne sommes pas tellement près de comprendre le cerveau, de sorte que de faire ces prédictions-là, je ne crois pas que ce soit utile. Cette expérience, le professeur Sir John Eccles, prix Nobel, l'exécute seulement pour la 3e fois. Dans le cerveau d'un chat, il est en train d'enregistrer et d'examiner, pendant une période de temps relativement étendue, le fonctionnement électrique d'un seul neurone. Sur le plan de la recherche en neurophysiologie, c'est l'approche expérimentale que l'on pourrait qualifier d'atomique. Professeur, pourriez-vous nous indiquer l'état actuel des connaissances en matière de structure et de fonctionnement du cerveau? Oui. En ce qui concerne la structure du cerveau, la plupart des connexions principales sont à présent assez bien connues, quoiqu'il soit étonnant de constater que l'on puisse tout à coup en découvrir de nouvelles. Il y a 4 semaines à peine, nous avons découvert des conduits importants que l'on ne soupçonnait pas jusqu'à présent en matière de contrôle du mouvement. Nous devons admettre qu'il reste beaucoup à faire, même à ce niveau. Au point de vue microscopique, de grands progrès ont été accomplis avec le microscope électronique. Nous commençons à comprendre la nature des cellules et des synapses et toutes ces choses-là. La grande lacune, c'est que nous ne savons pas du tout quelles sont les structures relatives à la mémoire. Cela reste à découvrir. En ce qui concerne le fonctionnement du système nerveux, là, nous sommes encore plus loin de pouvoir le comprendre. Nous avons reconstitué des parties séparées, comme lorsqu'on fait un puzzle, ou qu'on assemble un petit morceau, puis un autre petit morceau. Mais quant au tout, même dans le cervelet sur lequel je travaille, je pense que nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir.
Ce que nous étudions essentiellement, c'est le langage du système nerveux, parce que nous croyons que toutes les communications se font par le déclenchement d'impulsions qui voyagent le long des fibres nerveuses, le long des conduits jusqu'à des cellules particulières à l'autre bout qu'elles activent ou inhibent à leur tour. Une cellule dit donc uniquement quelque chose qui va quelque part dans le système nerveux. Elle envoie des messages comme ceci. C'est le langage d'une cellule. Est-ce que le cerveau est un genre d'ordinateur? Je crois que je peux vous répondre d'une manière très nette, parce que je travaille sur une partie du cerveau qui est un ordinateur. Si l'on déclare d'une façon générale que le cerveau est un ordinateur, c'est une déclaration qui n'a pas de sens pour moi. Le cerveau, ce sont tant de choses différentes, c'est tellement varié, on ne peut pas tout ramasser d'un seul coup et faire une telle déclaration. Ce que nous savons, c'est que cette partie-ci du cerveau, le cervelet, et vous pouvez voir combien elle est différente, cette petite boîte donc, que nous avons derrière notre cerveau sert d'ordinateur pour le cerveau tout entier. Tout ce qui se passe ici est renvoyé ici et retourné ou vers les muscles ou vers les organes internes, etc., etc. Et pendant tout le temps où cela se produit, l'opération ordinateur se poursuit ici. Mais je ne vois aucune analogie entre les opérations d'un ordinateur et le reste du cerveau. Nous sommes les primitifs. Ceci est la dernière frontière. Jusqu'où irons-nous et quels sont nos ultimes objectifs, nous n'en savons rien. Est-ce qu'un cerveau peut se comprendre lui-même? Voyez-vous, là est peut-être le paradoxe. Comment un chirurgien du cerveau reconnaît-il la conscience lorsqu'il la rencontre? En demandant à son malade, bien sûr. Il n'existe aucun test du cerveau, en regardant le cerveau, qui indique si ce cerveau est conscient ou non. Vous pouvez en extraire des potentiels électriques, mais ils ne donnent pas vraiment d'indication parce qu'ils existent aussi bien dans le sommeil que dans l'anesthésie. Non, il faut demander au sujet s'il ressent ceci ou s'il ne sent pas, ou s'il est éveillé ou non, ou quelque chose de ce genre en matière de conscience. C'est le test. Vous ne croyez donc pas que l'homme soit seulement une machine? Bien sûr que non. Du reste, il n'y avait pas de machines jusqu'au moment où l'homme les a fabriquées. Elles sont entièrement produites par nous. Ce sont nos enfants, si vous voulez. Mais elles ne nous remplaceront jamais parce qu'elles ne peuvent pas fonctionner sans nous. Elles dépendent entièrement de nous. Le docteur Frank Irvine est en même temps neurophysiologiste et psychiatre. Comme Sir John Eccles, il s'intéresse au fonctionnement d'un petit ensemble de neurones dans le cerveau de ces singes. Il essaie ensuite de rapprocher les niveaux de recherche microscopiques et macroscopiques par l'étude du comportement de ces animaux. À l'étage en dessous de ce laboratoire, dans l'hôpital général du Massachusetts, le docteur Irvine s'occupe en tant que neurochirurgien de malades humains. Les rapprochements entre l'homme et le singe, esquissés autrefois par Charles Darwin, se manifestent donc sous une forme tout à fait concrète dans la recherche contemporaine. Docteur, dites-moi ce que vous apporte ce genre de travail. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est de pouvoir concevoir un modèle simple, ce qui explique pourquoi nous travaillons avec un petit nombre de neurones. Nous essayons de rattacher le niveau d'activité des neurones au comportement global de certains organismes de l'animal. Certains signaux correspondent à l'apprentissage. D'autres indiquent un manque d'attention chez l'animal. D'autres correspondent à une réaction sur le plan du comportement, telle que vouloir manger ou le désir sexuel, etc. De ce côté-ci, sur l'écran, nous assistons donc à l'activité d'un neurone isolé, d'une cellule isolée. Sur le côté gauche de l'écran, lorsque la rafale part, vous voyez la réaction, très réduite pour le moment, d'un seul neurone. Ce que nous cherchons à savoir, c'est de quelle manière le cerveau est relié au comportement. D'autres recherchent le plus souvent quels sont les mécanismes du cerveau, comment il est constitué, quelles sont les composantes physiques des cellules. Et dans ce cas, les travaux peuvent très bien se faire avec des animaux anesthésiés. Mais ici, nous avons une technologie qui nous permet d'examiner un animal qui est éveillé, un animal qui fait quelque chose. Idéalement, un animal au centre d'une expérience structurée, au cours de laquelle il apprend quelque chose. Il fait des choses mesurables, et cela nous permet en même temps d'observer ce que fait la cellule.
Peut-être entendez-vous, dans le fond, la décharge de la cellule que nous venons de voir passer. Pensez-vous que le fait d'être conscient soit une qualité spécifique inhérente aux organismes humains ou pensez-vous qu'un jour cela pourrait être simulé par un ordinateur? Je pense que c'est probablement une propriété spécifique d'une certaine complexité. Les organismes vivants, en ce qui concerne l'avenir prévisible, sont infiniment complexes, par comparaison avec n'importe quel monstre mécanique imaginable. Mais j'ai mes propres opinions à ce sujet et je crois que lorsque nous parlons de ces choses, nous ne parlons pas de preuves expérimentales, mais de croyances des gens. C'est une question religieuse, ce n'est pas une question scientifique. Mais je suis tout à fait certain qu'il n'est pas nécessaire d'évoquer des principes métaphysiques, comme l'idée traditionnelle de l'existence de l'âme, pour parler de conscience, de libre arbitre. Il n'est pas nécessaire de séparer les organismes humains des conséquences de la complexité du système nerveux tel qu'il existe. Et par conséquent, je suppose qu'en principe, si l'on pouvait assembler suffisamment d'unités en état de fonctionnement, on pourrait en tirer un principe que l'on pourrait identifier comme la conscience. C'est une tâche très difficile, vous savez. L'analogie facile que vous avez déjà discutée ailleurs, c'est la vie. La vie est une propriété qui ressort de la complexité de configuration moléculaire. Dans un certain sens, on peut dire que la vie a déjà été synthétisée par l'homme. Il sera certainement établi clairement au cours de la prochaine décade que nous pouvons assembler des molécules vivantes selon les définitions habituelles de la vie. Quels sont les principaux problèmes auxquels vous vous heurtez actuellement dans les travaux d'étude du cerveau, les obstacles? Il y a probablement 3 obstacles, dont 2 sont d'ordre conceptuel et le 3e d'ordre technologique. Il y a bien des choses que nous ne pouvons pas faire. Nous avons affaire à un système extrêmement complexe et les tentatives pour rattacher la chimie du cerveau, l'électricité du cerveau, la décharge de la cellule, etc., à des données psychologiques, le fait d'apprendre, la mémoire, les émotions, l'amour, la haine, la peur, sont considérables. Nous pouvons observer une cellule dans un singe vivant et nous y passons des heures entières. Conceptuellement, il y a 2 problèmes. Je trouve personnellement, et j'en ai déjà parlé à des mathématiciens, que nous ne possédons pas un langage défini, comme le sont les mathématiques, qui décrivent de façon adéquate des interactions dans le temps. Les physiciens théoriques se heurtent encore à des problèmes d'interaction à 3 corps. Nous avons à constater des interactions de millions de corps sur des millions d'autres. Il n'y a donc pas de possibilité d'en parler. Notre langage, l'anglais certainement, le français dans une certaine mesure, est fondé dans sa structure linguistique sur des dichotomies aristotéliciennes. Ce langage serait donc un langage mathématique? Je pense que ce sera un langage mathématique. Il nous faut donc de nouvelles mathématiques? Il nous faut de nouvelles mathématiques. Pensez-vous que la question « l'homme est-il une machine » signifie quelque chose? Je ne crois pas qu'elle signifie quoi que ce soit. Je crois que c'est une séquelle des problèmes de Descartes avec l'Inquisition. Il fut un temps où l'homme pensait que l'esprit était dans le foie ou dans le cœur. Nous savons maintenant qu'il n'existe pas sans le cerveau. Et nous pouvons commencer à établir des corrélations entre certains états mentaux simples et des états définis du cerveau. Nous avons beaucoup de chemin à parcourir, beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Mais nous pouvons maintenant reconnaître que l'activité mentale peut être perçue comme le produit d'interactions complexes d'une sorte de mécanisme, si vous voulez, beaucoup plus compliqué que ceux fabriqués par l'homme lui-même. Il se peut que nous ne le comprenions jamais complètement. Nous nous trouvons en face des contraintes du théorème de Gödel, qui a montré que fondamentalement, un système logique contient des déclarations qui ne peuvent jamais être vérifiées. Nous avons ainsi le problème du cerveau humain qui observe le cerveau humain et essaye de le comprendre. Il n'y a plus de mystère. Il reste beaucoup d'inconnus, mais plus de mystère.
Plus de mystères, seulement des inconnus. Pourra-t-on un jour connaître le cerveau de l'homme comme on connaît l'intérieur d'un ordinateur? Lorsqu'on cherche les analogies entre le cerveau et les ordinateurs, où se trouve l'erreur? Est-ce que les cerveaux sont trop compliqués, trop connus, ou est-ce que les machines sont trop simples? Oui, c'est une très bonne question. Et notre équipe se concerne avec cette question depuis 10 ans ou plus. Et c'est impossible de donner une réponse exacte. Mais à nous, c'est clair que le cerveau est très, très complexe et plus complexe qu'aucune machine que l'homme peut construire à ce moment. Par exemple, c'est probable qu'un seul neurone du cerveau est plus complexe que le plus grand calculateur que nous avons dans les États-Unis et probablement dans le monde. C'est nécessaire d'avoir tous les aspects de mémoire du calculateur pour une simulation d'un seul neurone. Et pendant les derniers 5 ans, nous avons tenté de faire des observations du comportement d'un ensemble de neurones. Nous faisons des modèles de probablement 1000 neurones. Et c'est clair que ce modèle, qui est réalistique d'un point de vue physiologique. Il y a combien de neurones dans le cerveau humain, par exemple? Chez l'homme, il y a plus de 100 millions. Donc un millier de neurones, c'est un cerveau bien petit. Ah, bien petit. Par exemple, le cerveau du worm, qu'est-ce que c'est? Un ver. L'annelide. Un ver? Un ver, oui. A probablement 500 ou plus 1000 neurones. 500 000 neurones, oui. Oui. Et qu'est-ce que vous avez trouvé quand vous avez fait cette simulation d'un ensemble de 1000 neurones? Cette simulation a montré que le système fonctionne probablement dans le cerveau naturel d'une façon ou d'un comportement pseudo-random ou pseudo-aléatoire. Aléatoire, oui. Et quand le cerveau fait une décision, c'est possible de voir une diminution dans le degré de comportement pseudo-aléatoire. Le neurone, est-ce qu'on peut prévoir son comportement? C'est une idée philosophique parce que c'est absolument clair qu'il y a une relation. Il y a une relation anatomique et aussi dans un petit degré, c'est une relation physiologique. Mais les neurones semblent avoir une fonction qui les fait indépendants l'un de l'autre. Enfin, il y a beaucoup de mathématiciens qui parlent du neurone comme une sorte de mini-transistor. Ah oui, c'est presque une hérésie dans notre laboratoire. Pour nous, la cellule du neurone est très, très complexe soi-même. Par exemple, nous croyons que c'est impossible d'éviter une discussion très sérieuse de cet arbre de dendrite. Et dans le neurone cérébral, cet appareil dendritique est très très complexe. L'arbre reçoit beaucoup de contacts d'axones, d'autres neurones. Mais ce n'est pas tout simplement une sorte de système de circuit électronique, de fils non. avec des courants qui passent.
nous avons de l'évidence que l'intégration dans cet appareil dendritique est indépendant des changements ici dans le soma, dans le corps du neurone. Et dans le cerveau, l'appareil dendritique d'une cellule est très très proche à l'appareil comparable d'un autre neurone. Et c'est probable que les processus ici influencent le neurone qui est proche à l'autre. Mais influencer, vous voulez dire qu'il y a des... Électrique. Oui. Et maintenant, notre laboratoire fait beaucoup d'études aux effets des champs électriques qui nous imposons sur un champ de l'écorce. Et nous avons trouvé que c'est possible que l'écorce change son état avec les champs très très faibles. Si nous cherchons la mémoire sur un seul neurone, c'est probablement dans les grandes molécules qui sont ici sur la surface du membrane. Et par exemple, nous avons ici un de ces molécules. C'est impossible de construire un transistor qui ressemble à cette molécule. Mais la sensibilité au changement de cette molécule est très très grande. Et c'est possible que seulement 2 ou 3 quanta d'énergie peuvent le changer dans les processus de la mémoire. Donc la mémoire, pour le moment, c'est un phénomène que vous commencez à connaître assez bien. Est-ce que vous pensez que dans l'avenir, on pourrait améliorer la mémoire des sujets? C'est un sujet clinique que les psychologistes dans ce pays font beaucoup de recherches avec les drogues, avec les substances qui peut-être un jour peuvent améliorer la mémoire. Oui, on parle justement de memory drugs. Oui. Alors, est-ce qu'il y a jusqu'ici des résultats concrets? Non. Moi, je crois que c'est presque impossible d'assurer que les changements sont bénéficiels. Est-ce que vous pensez que justement par des techniques de stimulation du cerveau, qu'on pourrait vraiment changer le comportement d'un être humain? Probablement pour les invalides qui ont des problèmes de comportement avec rage. C'est possible voir des techniques de stimulation dans le lobe temporal qui peut changer peut-être. Pour des sujets agressifs? Agressifs, oui. Oui. Mais pour le citoyen normal, enfin. Non. Pour moi, au moins, c'est impossible de voir. Au moins avec les techniques d'implantation d'électrodes directement dans le cerveau. Je suis très intéressé que peut-être les champs électriques dans les environs peuvent changer le comportement. Vous pensez que c'est une possibilité? Oui. Mais d'une manière aléatoire, non voulue? C'est impossible de dire à ce moment que ces changements seraient bons ou mal. Mais je crois que... bon ou mauvais. Mais je crois qu'il faut faire des examens avec des champs très compliqués. Et probablement avec des champs électriques ou magnétiques très compliqués, on va faire des changements de comportement très complexes. Qu'est-ce qui caractérise cette expérience? Eh bien, c'est que nous avons un singe implanté avec des électrodes dans le cerveau qui enregistrent les ondes de l'électroencéphalogramme de ce singe dans cette situation. Et il a été entraîné, je veux dire... il a appris une tâche. Il a appris une tâche qui est assez simple mais assez exigeante
c'est de pousser tous les 5 secondes, plus ou moins 2 secondes, la petite planche qui fait les clics que vous avez entendus. Et c'est le temps que nous intéresse, c'est-à-dire son estimation, son appréciation des intervalles de temps. L'intervention que nous faisons après, c'est d'ajouter un champ électrique faible, très faible en effet, mais qui déplace un peu son comportement, c'est-à-dire l'intervalle auquel il pousse la planche. C'est un champ externe que vous appliquez. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a deux plaques en métal tout à fait externelles à l'animal. Donc, il n'est pas question de stimulation classique, mais simplement de l'imposition d'un champ électrique tout faible. Autrement dit, vous essayez d'enregistrer l'activité du cerveau quand on applique un champ externe au cerveau, un champ électrique. Juste, oui, mais l'intérêt de cet enregistrement, c'est que le champ paraît changer son comportement, c'est-à-dire son appréciation. En ce qui concerne la tâche. Oui. Est-ce qu'il réussit mieux son travail ou moins bien? Moins bien, c'est-à-dire que ça déplace son comportement, ça déplace son appréciation des intervalles vers une impression que le temps va plus vite. Alors, quel est le rapport entre ce que fait ce singe et, disons, la situation d'un être humain? Est-ce que les êtres humains se trouvent souvent dans des champs électriques? Bien sûr, nous y sommes maintenant, nous y sommes presque tout le temps dans les pays civilisés. Et la question notamment de la pollution électrique commence à intéresser les gens maintenant. Vous pensez que la présence d'une, comme vous dites, pollution électrique pourrait changer le comportement intelligent d'un être humain? Oh, ces effets sont assez délicats, mais on a l'impression que oui, il y a certainement un effet. Il faut l'étudier, il faut le connaître pour savoir à quel point on peut supporter cette pollution. Nous sommes peut-être, mais peut-être seulement en train de trouver ou d'étudier un mécanisme où le cerveau peut servir comme détecteur très sensible, très délicat de ces champs. Et étant donné qu'il y a des champs, mais très très légers, très très faibles, émis par le cerveau en le cours de son fonctionnement, il est possible, on peut le concevoir, que ces champs peuvent être détectés par notre cerveau. Mais c'est de la fantaisie pour le présent, car nous ne savons pas suffisamment les effets, les possibilités, les limites, etc. Vous considérez votre singe comme une machine? Ah non, je le considère un animal. Et cette conception, cette notion d'une homme-machine, d'une singe-machine, il faut le supplémenter, car de nos jours, notamment, la notion d'une machine a été élargie, améliorée, changée par les ordinateurs. Je ne parle pas des ordinateurs qui font la comptabilité, des trucs comme ça, mais ceux qui participent dans l'intelligence artificielle, notamment. Vous pensez que l'ordinateur tel qu'il s'emploie dans l'intelligence artificielle est une machine tout à fait nouvelle par rapport aux machines classiques, disons? Oui, je le dirais. C'est un grand élargissement du champ des possibilités de ce qu'on appelle une machine. Donc, de ce côté-là, la notion machine a été modifiée de nos jours. De l'autre côté, je dirais que les théories comme le déterminisme et des choses philosophiques comme ça, qu'on associe avec cette notion de machine, ne sont pas suffisants pour décrire l'homme. Et il faut les supplémenter, peut-être par les développements qui ont eu lieu en physique pour
Vous parlez de quelle branche Je parle de la mécanique quantique, où il a fallu changer de façon fondamentale la pensée physique. Je ne dis pas qu'il faut imaginer le cerveau comme un ensemble de particules et localiser chaque particule pour pouvoir comprendre le cerveau, non. Mais il faut nous enseigner de réfléchir comme ça. Il faut penser en mécanique quantique et comprendre, l'appliquer à un modèle, à une notion de ce que c'est un homme. Nous essayons dans ce laboratoire de faire une première tentative de communication directe entre l'ordinateur et le cerveau. Ce laboratoire s'appelle le Brain-Computer Interface, qui pourrait se traduire comme la jonction cerveau-calculateur. Une vraie jonction cerveau-calculateur ferait du calculateur une prothèse mentale qui n'est pas encore pour demain. Mais nous pensons qu'il y a quelques progrès possibles dans cette direction. Qu'il est possible, en utilisant les ondes cérébrales, les signaux électroencéphalographiques, de détecter certaines réactions conscientes et inconscientes des sujets et de les incorporer dans une procédure qui fait intervenir l'ordinateur. Par exemple, un programme d'apprentissage. Par exemple, un programme d'apprentissage des langues, dans lequel l'attention ou l'arrêt devant une difficulté, la réaction à une question difficile ou à un mot à traduire peut être détecté. Nous utilisons des filtres à phase bloquée qui déterminent la présence, la régularité d'un rythme. Et lorsque ce rythme cesse d'être régulier et change brusquement, ce qui arrivera par exemple lorsqu'une décision est prise, par exemple la décision de lever le bras est prise, on a détecté des changements brusques. Et nous avons pensé que ces changements brusques, qui sont de courte durée, peuvent servir à indiquer quelque chose à l'ordinateur, c'est-à-dire c'est une interruption qui peut être mise à profit dans un dialogue. Ça, c'est la première voie. La seconde, nous utilisons des réponses évoquées. C'est une petite perturbation dans l'onde cérébrale qui se produit lorsqu'un stimulus, un choc sensoriel de nature visuelle, par exemple, comme c'est le cas pour ces expériences, ou auditif, ou même un choc tactile, est appliqué au sujet. Il y a une petite perturbation dans l'électroencéphalogramme. Alors, est-ce que l'ordinateur pourrait détecter, comment dirais-je, la qualité des émotions, par exemple, dans le sujet? Nous ne le savons pas encore, mais peut-être. Qu'est-ce qu'il faudrait justement pour que l'ordinateur puisse accéder à toute l'information qu'on associe à l'activité cérébrale? Pour que l'ordinateur puisse savoir en quelque sorte ce que pense le sujet? Ce qu'il faudrait, je ne crois pas pouvoir répondre. Il faudrait probablement des électrodes placées à l'intérieur du cerveau. Alors c'est une technique qui se pratique maintenant. Oui, mais non seulement cela, mais vous devez réaliser qu'on n'est pas certain du tout des phénomènes qui sont associés à des choses comme la mémoire, par exemple, ou certains processus d'information. Les phénomènes électriques qui se passent, que l'on peut détecter relativement facilement quand on a des électrodes, ne sont peut-être en réalité, ne sont certainement qu'en réalité qu'un aspect de l'ensemble de la situation. La machine informatique naturelle est une machine biochimique et en réalité
l'image électrique que vous avez des phénomènes est tout à fait peut-être accessoire. La transmission de l'information par les neurones, par des impulsions dans les fibres nerveuses, évidemment, fait partie du schéma général de transmission, mais ce n'est qu'un aspect de l'ensemble informatique. Mais vous imaginez malgré tout qu'on pourrait considérer l'ensemble homme-machine, ou si vous voulez femme-ordinateur, comme un système intégré, un système homogène? Ou est-ce qu'il y a une différence essentielle entre l'un et l'autre? Oh, il y a une différence essentielle entre les deux. La tentation était grande au début, lorsque les calculateurs sont apparus, d'en faire des maquettes sans doute imparfaites, mais de la pensée humaine. La différence est énorme. Les machines sont séquentielles, sont itératives et logiques en nature. Le cerveau humain a une capacité pour le calcul parallèle, inductif. Les machines sont toujours déductives. Elles suivent une route linéaire qui n'est pas sans analogie avec les caractéristiques du langage humain. Le langage humain aussi est une addition artificielle en réalité sur nos capacités. Et le langage certainement a permis de grands progrès, mais il est un peu devenu une camisole de force pour la pensée occidentale. Et les calculateurs sont les descendants directs ou les imitateurs directs du langage. Et ils ne sont encore pas les imitateurs ou les modèles de la pensée inductive parallèle. Par exemple, vous avez cette image, je ne sais pas si la télévision la reproduira, mais il y a un chien dans cette image, un chien à taches sur un fond taché que l'œil distingue très facilement. Nous n'avons jamais pu faire un programme qui pouvait reconnaître le chien, et il n'y a pas d'espoir que l'on en fasse un pour quelque temps. Et pourtant, il y a des programmes maintenant qui jouent aux échecs, qui prouvent des théorèmes. Oui, c'est une erreur, c'est une misconception, une conception fausse. La plupart des gens croient que les calculateurs, par exemple, jouent aux échecs d'une façon absolument imbattable et que le champion du monde, et ça n'est pas vrai. Je ne suis pas joueur d'échecs, mais le meilleur programme actuellement se trouve au niveau d'un joueur médiocre, comme probablement vous le savez. Il faudra attendre les machines moléculaires. Qu'est-ce que vous entendez par machine moléculaire? Il faudra attendre la mise en œuvre de processus extrêmement petits et simultanés, contrôlés, pour approcher ce que la nature fait dans son traitement de l'information. Mais justement, les ordinateurs deviennent de plus en plus petits. Est-ce qu'on est sur le bon chemin? Il n'y a aucun rapport entre la miniaturisation électronique encore et ce dont nous parlons. Bien sûr, les ordinateurs deviennent de plus en plus petits et on essaye de les faire fonctionner en parallèle, de faire fonctionner plusieurs éléments en même temps, ce qui est un pas dans la bonne direction. Mais on n'a pas encore, à l'heure actuelle, de théorie du calcul parallèle. On n'a pas compris comment le cerveau humain ou animal, la vision, faisait l'extraction des caractères d'image, par exemple. On n'a pas encore compris cela. Il y a beaucoup de travail dans toutes les branches associées, la physiologie, la psychologie, la neurophysiologie, pour comprendre les processus d'intégration des patterns. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore de véritable compréhension du phénomène. Et par conséquent,
nos machines parallèles sont encore très rudimentaires. Alors l'ordinateur qui simule parfaitement le comportement d'un être humain, vous n'y croyez pas? Je n'y crois pas dans l'état actuel des choses, mais si l'on arrive à faire des machines moléculaires, pourquoi pas? Je crois que l'avenir appartient aux biochimistes et que le niveau prochain de réalisation humaine viendra avec la maîtrise des réactions moléculaires avec de grosses molécules et peut-être la simulation avec les calculateurs que nous avons aujourd'hui de ce qui se passe entre les molécules et comment leur évolution se produit. Est-ce que les ordinateurs de l'avenir pourraient comporter des éléments organiques? Oui, qu'est-ce que c'est qu'un élément organique? Un cerveau humain. Ah, c'est ce que nous essayons de faire, si vous voulez. Vous voulez dire isolé? Je crois que la médecine n'est pas encore prête pour cela et probablement les autres institutions humaines non plus. Alors, quelle est la raison d'être de votre recherche, votre essai de coordination? Nous voulons faire des expériences intéressantes. Notre département est centré autour des calculateurs. Nous avons une excuse, nous voulons améliorer le dialogue et peut-être explorer un canal de communication qui n'est certainement pas très pratique pour, disons, les choses du langage, comme les lettres, où probablement qu'on en restera à pousser des touches sur un clavier. Mais si on imagine un langage d'image, à ce moment-là, nous espérons pouvoir, si vous voulez, intégrer dans la boucle la capacité inductive du cerveau humain et détecter, par exemple, le moment précis de l'identification d'un objet dans un fond confus. Alors, sur le plan de l'homme et de la machine, vous pensez bien que le mot dialogue caractérise le mieux ce qui va se passer dans les années à venir? Parce qu'il y en a qu'il caractérise assez bien la plupart des recherches de software, de création de programmes, meilleure utilisation de machines. On pense maintenant à des machines qui opèrent directement dans des langages avancés, ce qui représenterait probablement un grand progrès par rapport à l'utilisation actuelle des calculateurs qui utilisent des langages très élémentaires, et dans lesquels l'utilisation de ce que nous appelons les langages avancés représente des traductions successives. Tout cela va en fait contribuer au dialogue. Et pourtant, vous avez des collègues qui parlent de la super-intelligence, d'une étape dans l'évolution où les machines deviendraient vraiment des choses qui remplacent les hommes. Peut-être la super-intelligence viendra peut-être par évolution naturelle, ou peut-être nous lui donnerons un coup de pouce, je ne sais pas.